François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler-Chevreux, donc, qui réagissait à cette panne Bloomberg assez inédite, effectivement. On va en parler également avec Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, qu'on retrouve depuis New York avant l'ouverture de Wall Street. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, a priori, ça n'a pas trop perturbé les investisseurs américains, parce que la panne a eu lieu en fin de matinée chez nous en Europe, donc a priori, vous étiez à peine en train de vous lever, hein. Je vais vous décevoir, je suis arrivé au bureau à 6h30 ce matin et mon Bloomberg marchait parfaitement. Donc je dirais qu'on peut dire en gros que les Américains ont été épargnés par ce problème qui, on a l'impression, a touché surtout l'Europe et l'Asie. Donc en tout cas ici de ce côté-là tout fonctionne. Bon, heureusement, c'est vrai que voilà, parce que ça peut avoir un impact quand même. Enfin, il y a d'autres moyens de traiter sur le marché, c'est ce qu'expliquait François Mallet à l'instant, mais malgré tout, aujourd'hui, dans le monde actuel de la finance, ça reste quand même. Alors il y a Bloomberg et Reuters aussi qui a des écrans, mais le numéro 1, ça reste évidemment Bloomberg. C'est quand même l'outil privilégié, hein. Oui, c'est-à-dire que pour avoir, par exemple, justement les quotes en direct des actions, des portefeuilles, des obligations, on a tellement l'habitude d'utiliser Bloomberg que tout est formaté d'une certaine façon pour être sur Bloomberg. Évidemment que Reuters existe aussi, mais il faut vraiment dire que tout le monde n'a pas Reuters et Bloomberg en même temps, et que aussi, je dirais, ce qu'on appelle les facultés de transmission de messages, hein, le IB messaging de Bloomberg est vraiment une des façons les plus utilisées pour transmettre des ordres, pour communiquer entre traders avec les clients, et que évidemment que le téléphone ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus sûr d'avoir un support écrit, et de plus en plus c'est même réclamé au niveau des compagnies et des banques de tout faire à travers le support écrit du message de Bloomberg, parce qu'on peut vérifier alors très rapidement ce qui s'est échangé comme message justement. Bon, tout est rentré dans l'ordre donc du côté des terminaux Bloomberg. Ça n'empêche pas d'avoir une séance compliquée en Europe depuis ce matin chez nous. Ça s'annonce également un peu tumultueux chez vous à l'ouverture dans moins d'une demi-heure maintenant, Grégory. On a eu des chiffres intéressants là sur l'inflation, la hausse des prix au mois de mars aux États-Unis, avec également des chiffres de progression des salaires. Qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens qu'en fait, on n'a pas ce problème d'absence d'inflation aux États-Unis, parce que ce chiffre de 0,2% de progression d'inflation sur un mois, on arrive à une moyenne annuelle en ce moment à 1,8%. C'est pas si loin des objectifs de la Fed qui sont de 2%. Donc c'est quand même relativement, je dirais, encourageant. Évidemment, dire encourageant et inflation, c'est des termes qui sont très souvent contradictoires, mais c'est certain qu'il faut un peu d'inflation dans l'économie, et que donc ce chiffre est plutôt bien reçu ici aux États-Unis. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il tombe un tout petit peu à contre-courant de ce qui s'est dit ces 2 derniers jours, et surtout hier par des membres de la Fed qui eux justement se plaignaient des derniers chiffres macroéconomiques et donnaient ou laissaient à penser que la Fed ne bougerait pas non seulement avant l'été, mais peut-être pas d'ici la fin de l'année. Alors c'est certain qu'un chiffre ne change rien, mais la Fed doit être quand même assez satisfaite de voir que s'ils veulent justifier une hausse des taux par des chiffres d'inflation qui vont dans leur sens, d'ici quelques mois, si ces chiffres continuent à progresser, ils pourront les utiliser. Bon, et c'est vrai qu'on a observé là sur la publication de ces chiffres de prix et de salaires aux États-Unis une remontée du dollar, une remontée du 10 ans américain, le taux à 10 ans américain là qui retrouve 1,9%, alors qu'on est toujours sur des taux extrêmement faibles en Europe, notamment sur le Bund, hein, alors que les taux périphériques en Europe, eux, ont plutôt tendance à progresser sur fond d'inquiétude à nouveau concernant le sujet grec. Parmi les publications d'entreprises, Grégory, sans doute très attendues, celles qui concernent le secteur pétrolier et parapétrolier. Et hier soir, on avait Schlumberger là qui continue de couper massivement ses emplois. Oui, alors est-ce que c'est une surprise? Non. Pourquoi? Le chiffre, il est difficile. On sait que les compagnies pétrolières, en gros, ont diminué leurs dépenses en capex, en exploration, pratiquement de 50%. Donc, les compagnies des services sont obligées de diminuer la voilure. C'est le cas de Schlumberger avec 10 000 licenciements de personnes. On entend aussi, par exemple, que Halliburton, qui est le concurrent direct de Schlumberger, a engagé une banque d'affaires pour se séparer de quelques secteurs d'activité à hauteur de 5 milliards. Donc il y a certainement un retranchement au niveau des services pétroliers. C'est pas
une surprise ni pour les investisseurs ni pour le marché. D'ailleurs, vous verrez le Schlumberger très bien orienté ce matin. Et puis, quand on aura le temps, il faudra aussi parler des résultats de General Electric. Vous vous souvenez que pendant un certain temps, on disait General Electric, c'est un peu le reflet de l'économie américaine. Et ces résultats sont quand même, je dirais non seulement bons, mais plutôt porteurs d'espoir. Porteurs de bonnes nouvelles. On en reparle juste après l'ouverture. Tout à l'heure, merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, avec nous chaque après-midi. On vous rappelle donc d'ici une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, on attend BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, à peine 20 minutes de cotation à Wall Street. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, le président de Mescard Financial Services. Bon, séance compliquée en Europe, ça aurait été une semaine compliquée en Europe. La séance est un peu mouvementée également à Wall Street. Là, qu'est-ce qui fait qu'on perd plus de 1% sur les indices américains ce matin chez vous, Grégory? Essayons de procéder un peu par élimination. On ne peut pas dire que c'est les résultats des entreprises, parce que dans l'ensemble, ils ont été très bons cette semaine avec les banques, avec General Electric par exemple ce matin, avec Netflix hier. On ne peut pas dire que ce soit les statistiques économiques, parce que celle du jour qui montre une hausse du prix à la consommation de 0,2% n'a pas une raison particulière d'inquiéter le marché. Donc, essayons de trouver d'autres raisons. Alors, je pense qu'il faut là se tourner un tout petit peu, ou tourner nos yeux un tout petit peu vers vous, malheureusement. On reparle beaucoup de la Grèce. Ici aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un risque là dans le système. Et puis bon, c'est l'expiration des options comme en Europe aujourd'hui, ça amène un peu de volatilité. Donc en gros, je crois que c'est avant le week-end un peu les traders qui enlèvent un peu de risque, qui vendent les valeurs cycliques qui avaient très bien performé. Il faut voir que par exemple, depuis le début du mois, c'était le secteur de l'énergie qui avait le plus monté ici aux États-Unis. Donc c'est aussi là un petit retour de balancier. On nous parle de la Chine aussi, Grégory. Là, quand on regarde les sites financiers américains, il y a beaucoup de headlines sur la Chine. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine de nature à inquiéter sur cette séance un petit peu là, certains traders? Oui, j'essaie de faire une relation. J'ai vu ces titres aussi. Le fait qu'on augmente les marges à déposer, qu'on interdise certaines activités de short à Hong Kong, mais j'arrive pas à voir pourquoi ce genre de nouvelles qui sont destinées à empêcher trop de spéculation en Chine, parce qu'en fait il y a eu un énorme mouvement de hausse, surtout à Hong Kong, avec beaucoup de Chinois qui sont rentrés ces dernières semaines sur le marché de Hong Kong. Pourquoi ces mouvements qui empêchent la spéculation en Chine devraient affecter d'une façon négative les marchés américains? Pour moi, c'est un mystère. Si vous pouvez m'expliquer, je serais très heureux. Je sais pas, c'est un lien journalistique là qui est fait directement entre ces mesures régulatoires à Hong Kong et peut-être la baisse des marchés américains. En tout cas, ça baisse de partout aujourd'hui, vous l'avez dit, en Europe, aux États-Unis, c'est les échéances mensuelles. Il y a évidemment le retour du risque grec. Les résultats d'entreprise qui continuent chez vous, et vous le disiez, Grégory, finalement, jusqu'à présent, ils sont plutôt rassurants. Alors c'est vrai qu'on était relativement inquiets, en tout cas le marché était très prudent avant ces premières publications de résultats aux États-Unis. On savait que le premier trimestre avait été compliqué pour l'économie américaine, que le dollar fort allait de toute manière impacter en partie certaines activités. Finalement, du côté des banques, ça s'est plutôt bien passé, voire très bien pour certaines d'entre elles. On arrive un petit peu aussi là sur les secteurs industriels. C'est intéressant avec General Electric, Honeywell. Vous nous disiez tout à l'heure en forme de teasing que sur General Electric, le discours et l'activité étaient quand même relativement satisfaisantes là aussi. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a les chiffres, il y a les projections, et puis il y a le discours du CEO Immelt. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous les jours je vois l'économie américaine s'améliorer. Donc ça c'est quelque chose de positif de sa part. Pourquoi? Parce que General Electric c'est quand même encore une compagnie qui en gros prend le pouls des États-Unis au niveau industriel, avec ses activités dans tellement de secteurs différents. Dans l'énergie évidemment, on aurait pu s'attendre à des chiffres catastrophiques dans l'énergie, il n'en est pas du tout le cas. Dans des activités telles que par exemple l'aviation, puisque un des principaux fabricants de moteurs d'avion, c'est General Electric. Et ce que dit aussi donc Immelt, c'est que les activités industrielles de General Electric, il les voit en hausse de 9%
cette année. 9% dans une économie avec une croissance de 2,5 ou 3%, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et d'ailleurs, le marché le salue. En tout cas, il y a 3 minutes, c'était le seul titre qui était en hausse dans le Dow Jones. C'était General Electric ce matin. Bon, voilà, donc pour l'activité de General Electric, on a eu aussi, là aussi, secteur qui va être très regardé. Vous nous disiez en plus que c'était le secteur qui avait le plus fortement progressé, donc sur un rebond, ce secteur pétrolier. Là aussi, on attend le discours, les actes des entreprises de services pétroliers, notamment aux États-Unis. Bon, Schlumberger poursuit sa restructuration. Le marché a plutôt l'air d'apprécier le fait que Schlumberger soit en train de se mettre en ordre de bataille, là. Oui, vous savez, le marché a toujours apprécié malheureusement les licenciements. Donc là, c'est des licenciements massifs chez Schlumberger. Et aussi, Schlumberger rassure un peu en disant qu'ils vont pas baisser leurs dividendes, mais ils font quand même, ou ils dépeignent en tout cas une image pas très encourageante en disant qu'ils pensent que l'activité, en tout cas d'exploration, va continuer à ralentir cette année. Par contre, ça c'est quelque chose quand même de relativement positif, je dirais, pour le cours de l'énergie. On a vu ces dernières semaines vraiment des chiffres qui commencent à montrer que la production américaine est en train finalement de baisser ou a finalement commencé à baisser, que ce soit le nombre de puits de pétrole en exploitation, le nombre de nouveaux puits ou tout simplement la production qu'on peut bien mesurer. Donc on a peut-être trouvé un support pour le prix du pétrole, mais c'est clair que pour les services pétroliers, ça va être difficile sur les prochains mois d'imaginer d'avoir de la croissance. Donc c'est vraiment un moment où il faut diminuer la voilure. Bon, qu'est-ce qui va continuer de guider le marché? Là, les publications d'entreprises vont se poursuivre. On n'en est qu'au début. Il y a à peine 10% du S&P 500 qui a dû publier cette semaine, Grégory. Il y a toujours le débat autour du timing de la Fed. Évidemment, ça peut paraître un débat anecdotique, mais c'est quand même ce qui anime le marché à chaque statistique quasiment, puisqu'on est la Fed se met en état de dépendance vis-à-vis des statistiques. Donc le marché aussi. On a eu les chiffres d'inflation du mois de mars, les chiffres de progression des salaires. À chaque fois, ce sont des chiffres qui ont un impact là sur les actifs en lien avec la politique monétaire, que ce soit le marché de taux ou que ce soit les devises avec le dollar. À chaque fois, ça fait bouger quand même ces marchés-là. Oui, je dirais qu'en gros, la question à se poser, c'est est-ce que ces chiffres font bouger les marchés? Oui, ils le font nettement. On le voit même aujourd'hui. Est-ce que ces chiffres sont en train de changer l'idée qu'a la Fed par rapport à une future hausse des taux? Là, ça devient un peu plus subtil parce qu'en fait, c'est très difficile de juger exactement quelle va être la réaction de la Fed. La Fed a déjà bien indiqué qu'elle savait que le premier trimestre aux États-Unis aura été un trimestre d'activité assez faible et qu'elle pense que les choses vont reprendre. Donc maintenant, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir une amélioration de ces chiffres macroéconomiques sur ces prochaines semaines qui pourrait pousser la Fed à agir plus ou moins rapidement. Très difficile d'imaginer que la Fed va agir d'ici le mois de juin parce qu'il reste très peu de temps. Ouais. Très difficile d'imaginer que la Fed pendant l'été va recevoir des signaux suffisants pour penser qu'il y a des risques à la fois inflationnistes ou d'une politique monétaire trop laxiste. Donc vraiment maintenant le consensus qui semble être quand même assez juste, en tout cas de la part des économistes, ça sera plutôt pour une hausse des taux qui sera assez symbolique, assez faible et assez tard. Et on parle carrément maintenant même du mois de décembre s'il fallait faire un pari. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous chaque après-midi. Le président de Mescard Financial Services, très bonne séance à vous du côté de New York. Bon week-end, on vous retrouvera lundi avant l'ouverture des marchés américains comme chaque après-midi dans Intégral Bourse dès 15h, des marchés américains qui sont en baisse.